Bonjour chère seconde, j'espère que vous allez bien. On va commencer un nouveau chapitre aujourd'hui, le chapitre 7, sur la transformation chimique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une transformation chimique? C'est pas très compliqué, c'est un truc que vous avez déjà vu. Donc on avait fait d'abord la transformation physique, je vais revenir en arrière un petit peu. On a fait la transformation physique dans laquelle une espèce chimique changeait d'état, mais ne changeait pas elle-même. Donc, par exemple, le passage de l'eau, qui est une molécule, liquide à l'état solide, ça c'est une transformation physique. On avait vu qu'il y avait des échanges de chaleur qui pouvaient induire cette transformation physique. Alors on a vu qu'il y avait d'autres types de transformations physiques, notamment la dissolution. Si je prends un carreau de sucre et que je le mets dans un verre d'eau, ça va se dissoudre. C'est pas une fusion, c'est pas une évaporation, c'est une dissolution, donc c'est une autre transformation physique. Donc on avait vu la transformation physique, une espèce chimique ne change pas, change juste d'état physique. Donc la transformation chimique, qu'est-ce que c'est? La transformation chimique, eh bien, c'est justement le cas où ça change. Alors, on va voir ce qui change, mais les molécules vont réagir entre elles et vont changer pour donner de nouvelles molécules. Alors, en gros, on a un système chimique, donc des molécules ou des atomes qui sont en solution ou qui sont mis en contact, qui sont dans un état initial, qui vont réagir entre elles pour donner un état final dans lequel il peut y avoir une ou plusieurs nouvelles espèces chimiques présentes. Donc dans le principe c'est ça, vous en connaissez plein des transformations chimiques, vous en avez déjà fait, vous en avez fait pas mal au collège, vous connaissez par exemple la combustion, qui est une transformation chimique, traditionnellement du carbone et de l'hydrogène et du dihydrogène, du dioxygène, excusez-moi, qui donne du CO2 pour la version simple, avec des choses un peu plus compliquées, ça nous fait du CO2 de l'eau, par exemple vous connaissez la combustion du méthane, donc CH4, qui au contact du dioxygène de l'air et avec un apport d'énergie au début, une flamme, une étincelle, vous pouvez faire brûler votre méthane qui va donner, il va subir une combustion, ça va vous donner du CO2 et de l'eau. Donc ça c'est le principe de la transformation chimique. Donc on parle bien, on a un état initial, une réaction et on a un état final. Bon. Dans le principe c'est pas très compliqué, c'est quelque chose que vous connaissez. On verra qu'on va souvent observer des changements de température dans la réaction chimique. Pas forcément, mais souvent quand même. C'est le cas de la combustion. Vous savez tous que le feu, ça brûle. Donc une combustion, ça dégage de la chaleur. Donc on verra comment on peut décrire ça. On utilisera des mots que vous connaissez, parce que vous les avez vus dans le chapitre. Pas d'avant, mais dans le chapitre d'encore avant sur la transformation physique. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique en particulier? Alors une réaction chimique, c'est quoi? C'est quelque chose ou un réactif. Donc un réactif, c'est une des espèces chimiques qui est là au début de ma réaction, qui est là dans mon état initial, qui va être consommée. Consommée, ça veut dire qu'on va l'utiliser, enfin, on ne va pas l'utiliser, elle va être utilisée dans la réaction, partiellement ou totalement, ça veut dire qu'à la fin de ma réaction, il peut rester du réactif comme il ne peut pas en rester. Donc elle va être consommée, et tout ça, ça va donner des produits. Donc, des produits vont être formés au cours de cette réaction, de cette transformation chimique. D'accord? Donc c'est le principe, j'ai des réactifs qui réagissent pour donner des produits. Alors, réactifs, produits. Bah. Ok, bon, dans le principe, c'est pas très compliqué. Il faut comprendre quand même que ce truc de réaction chimique, c'est quand même un modèle. Alors c'est à peu près ce qui se passe. Si vous mettez du méthane avec du dioxygène et une flamme, il y a vraiment le méthane qui va être consommé, c'est-à-dire qu'on va en avoir moins à la fin, et du dioxygène qui va être consommé également, et à la place je vais avoir du CO2 et du dioxygène. Mais en vrai, c'est pas magique comme plus, et pouf, ça donne des nouveaux trucs. Il se passe des choses physiques là-dedans qu'on ne représente pas dans le modèle de la réaction chimique. Okay, si on veut rentrer un peu dans les détails, la réaction chimique, ça correspond en fait à juste l'interaction des électrons de valence des atomes, des molécules, même ça c'est simplifié, qui vont réagir entre eux. Donc il y a de la physique par-dessus, parce que pour comprendre comment ces électrons réagissent, il faudrait savoir les lois qui gouvernent les électrons, leurs mouvements, leurs charges, etc. Bref, des trucs qui sont au-delà de la chimie de base. Donc nous on utilise le modèle de la réaction chimique classique, machin chose plus machin chose donne machin chose, enfin réagit avec pour donner quelque chose. Donc ça reste un modèle, mais c'est un modèle qui est plus compliqué et qui est plus précis du coup que les modèles que vous avez pu avoir avant, où, genre je mélange des trucs comme dans la cuisine. On va beaucoup parler de cuisine parce qu'il y a un peu une histoire de recettes quand même de cuisine dans la chimie, et il y a quelques petits parallèles à faire, mais il ne faut pas se leurrer, c'est pas du tout la même chose, même si la cuisine c'est de la chimie, ça faut pas se tromper. Il y a plein de trucs très intéressants, notamment des gars qui ont écrit des bouquins, j'ai oublié son nom, mais il y a un gars qui a écrit un bouquin avec un chef qui s'appelle Thierry Marx où il parle des réactions chimiques en fait en cuisine, qui sont très intéressantes et qui nous ont permis justement de faire de la cuisine vachement plus poussée.
Alors comment on représente maintenant cette réaction chimique? Alors vous le savez en fait comment on représente cette réaction chimique, parce qu'on l'a déjà fait, enfin vous l'avez déjà fait au collège, et même je l'ai déjà écrit au tableau stallé. Cette réaction chimique, on la représente avec une réaction, avec une équation de réaction. Donc cette équation de réaction, en fait, c'est on représente les espèces chimiques en présence dans une équation, donc avec des plus, des flèches, potentiellement des égales, vous verrez plus tard, enfin pas cette année, pour donner quelque chose. Alors si je reprends mon exemple du méthane de tout à l'heure, j'ai du méthane, CH4, donc un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, plus du dioxygène, qui donne du dioxyde de carbone et 2. Donc ça, c'est mon équation de réaction classique que vous connaissez, que vous avez vue au collège, en quatrième, moi je l'ai vu cette année avec mes quatrièmes par exemple. Vous la connaissez bien. Alors, pour ceux qui ont vu la petite réaction, normalement il y en a certains d'entre vous qui disent « Ah monsieur, il y a un problème ». Alors oui, effectivement, il y a un problème, parce que ces équations de réaction, elles doivent suivre des lois précises. Alors deux lois principalement, des lois qu'on appelle de conservation. Alors, si vous continuez la physique plus tard, vous allez entendre parler de lois de conservation toute votre carrière de physique. C'est un des trucs hyper fondamentaux, c'est comme ça qu'on arrive quasiment à faire de la physique, c'est en regardant ce qui se conserve. Parce que si on sait ce qui se conserve, on peut étudier pourquoi ça se conserve, on peut faire plein de choses, et donc il y a des trucs qui se conservent en physique et en chimie. Alors en chimie, dans une réaction chimique, dans une équation chimique, qu'est-ce qui se conserve? Il se conserve le nombre et le type des éléments chimiques. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir des atomes différents avant et après. C'est-à-dire que si au début de ma réaction, j'ai genre 4 atomes d'hydrogène, à la fin de ma réaction, j'en aurai forcément 4 aussi. Il n'y a pas d'atomes qui vont disparaître, il n'y a pas d'atomes qui vont apparaître de nulle part. En chimie, ça n'arrive pas. La deuxième loi, c'est la loi de conservation des charges électriques. Alors plus précisément de la charge électrique globale. C'est-à-dire que si ce que j'ai au début de ma réaction est neutre, à la fin, ça sera neutre. Les charges peuvent se déplacer. Par exemple, neutre, ça veut dire que j'ai pas de charge apparente. Mais ça peut aussi vouloir dire que j'ai 2 charges positives, 2 charges négatives. On fera un exemple après avec, par exemple, la dissolution, c'est pas une équation chimique, mais on pourrait faire un exemple. Vous aurez l'occasion de faire des exemples, c'est pas ça le principe problème. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait le même nombre la somme des charges avant et après soit la même. C'est très important. Alors, soyons clairs, ces règles s'appliquent à la chimie. Alors, on va pas parler de la conservation des charges, c'est un peu plus compliqué, mais pour ce qui est de la conservation des éléments chimiques, donc des atomes, des types d'atomes, ça, c'est vraiment très précisément dans la chimie. Il y a certains types de réactions qui ne sont pas, qui ne suivent pas ce genre de loi de conservation. L'exemple classique, c'est la transformation nucléaire. Une transformation nucléaire, on pourrait avoir un exemple, un atome d'uranium qui donne 2 autres atomes qui n'ont rien à voir avec de l'uranium. Les atomes ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est pas une réaction chimique, c'est une réaction nucléaire. On aura l'occasion de voir, j'espère, si on a le temps de faire tous les chapitres cette année. On va parler de la réaction nucléaire classique, une réaction de fusion nucléaire entre 2 atomes d'hydrogène avec des neutrons pour donner un atome d'hélium. Au début, j'ai de l'hydrogène, à la fin, j'ai de l'hélium, c'est pas du tout les mêmes atomes. Donc ça, en chimie, c'est pas possible. On est d'accord? Dans une réaction chimique classique, il n'y a pas de ça. Sinon, c'est de la chimie nucléaire ou de la physique nucléaire. Nous, c'est pas notre sujet. Donc, il faut forcément qu'il y ait le même nombre d'atomes et le même type d'atomes avant et au début. Alors si je remets ma petite équation ici, j'ai mon CH4, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, j'ai mon dioxygène, 2 atomes d'oxygène, et à la fin, j'ai du CO2 et du H2O. Alors c'est bien beau, CO2, H2O, on est très content, mais il y a un grave problème. Alors si on regarde déjà le carbone. Alors carbone ça va, j'ai un carbone au début, un carbone à la fin, je suis très content. Si je regarde maintenant l'hydrogène, alors j'ai 4 hydrogènes au début, j'en ai que 2 à la fin, c'est un peu problématique. Si je regarde l'oxygène, j'en ai 2 au début, et j'en ai CO2 plus H2O, j'en ai 3 à la fin, bref, ça n'a aucun sens. Donc il faut équilibrer tout ça. Alors vous l'avez déjà fait, je vais le faire rapidement, vous vous rappelez peut-être même de celle-là. Il suffit de prendre 2 atomes d'oxygène, et à la fin d'avoir 2 molécules de dioxygène et 2 molécules d'eau, et on a CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O, et là ça marche, c'est génial. Au niveau de la charge, on voit bien qu'il n'y a aucune charge nulle part, donc tout est neutre, donc c'est neutre au début, c'est neutre à la fin, on est très content. Cas classique, combustion de méthane, vous connaissez. Donc, cette équation chimique, elle est très bien, c'est comme ça que vous avez vu, c'est là que vous êtes arrêté un peu en quatrième. C'est vachement bien, ça nous permet de savoir en gros ce qui se passe avec les atomes. Alors ces nombres, ils veulent dire quoi? Ces nombres, ils veulent dire que, en gros, pour chaque réaction qui se passe, pour chaque molécule de CH4 qui est consommée, il faut également consommer 2 molécules de dioxygène. C'est-à-dire que on va consommer 2 fois plus de dioxygène que de CH4.
cette réaction elle va avoir lieu plein de fois dans une réaction chimique. Vous prenez un briquet, alors je n'ai pas de briquet avec moi, j'aurais dû en sortir un. Vous prenez un briquet, vous allumez, vous cramez du méthane avec le dioxygène de l'air, vous allez utiliser beaucoup de dioxygène. En fait, deux fois plus de molécules de dioxygène que de molécules de CH4. Ça veut dire qu'on va y avoir une histoire de nombre de molécules qu'on va compter. En fait. On va compter le nombre de molécules qu'on utilise et on va en utiliser deux fois plus. Alors si vous vous rappelez bien, normalement, cette histoire de nombre de molécules, directement, ça va vous faire ticker sur un truc, ça doit vous rappeler la quantité de matière. En fait, cette réaction chimique, cette équation de réaction chimique, elle représente bien le bilan de la matière. C'est-à-dire qu'on a bien une certaine quantité de matière de CH4 qui va réagir avec une certaine quantité de matière de dioxygène pour donner une certaine quantité de matière de CO2 et une certaine quantité de matière d'eau. Donc c'est là qu'on va commencer à utiliser cette histoire de quantité de matière que vous ne compreniez pas trop pourquoi on l'avait fait, pourquoi on n'utilisait pas les masses tout seul. Et bien parce que ce qui est important en fait c'est pas les masses, on s'en fiche des masses, ce qui est important c'est vraiment le nombre de molécules qui réagit à chaque fois. Et donc c'est bien les quantités de matière qui vont être importantes. On verra plus tard, on parlera de la notion de réactif limitant et on verra par exemple que dans une équation comme ça, si j'ai autant de quantité de matière de CH4, j'ai genre une mole de méthane et une mole de dioxygène, eh bien je ne vais pas pouvoir utiliser tout le CH4 parce que je vais utiliser deux fois plus de dioxygène. Et donc on va avoir de la limitation qui va se poser là-dedans. Donc effectivement, on parle bien de quantité de matière. Si j'écris cette équation, ce qui est sous-entendu, c'est les quantités de matière de CH4, les quantités de matière de dioxygène, qui donnent une certaine quantité de matière de CO2, qui donnent une certaine quantité de matière de H2O. Alors pour l'instant, on ne va pas trop s'intéresser on va pas encore faire ce qu'on appelle des tableaux d'avancement, que vous ferez un peu plus tard, mais on va quand même s'intéresser à cette histoire de réactif limitant. D'ailleurs, c'est le prochain truc qu'on fait. Un réactif limitant, qu'est-ce que c'est ? Alors un réactif limitant, c'est pas très compliqué, c'est le principe que dans une équation chimique, en fait, mes réactifs ne sont pas forcément utilisés pareil, ils ne sont pas forcément en même quantité à la base, et au fur et à mesure de ma réaction, il y en a un, au bout d'un moment, je ne vais plus en avoir. Alors l'exemple classique, c'est la pizza, la recette de cuisine. Si vous avez besoin de 2 œufs pour faire un gâteau, et que vous avez que 4 œufs chez vous, vous pourrez faire que 2 gâteaux, quelle que soit la quantité de farine que vous avez. Vous aurez beau avoir 14 kg de farine, ça ne change rien si vous n'avez pas assez d'œufs. Donc c'est ce principe-là, en fait. En chimie, c'est pareil. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai ces trucs-là, j'ai une molécule de CH4, une molécule de dioxygène, eh bien je ne vais pas pouvoir combustionner ensemble. Ça ne va pas pouvoir faire de combustion. Combustionner, c'est pas un verbe. Ça ne va pas pouvoir faire de combustion parce que j'ai pas assez de dioxygène. Pareil, si j'ai au bout d'un moment pas assez de dioxygène, si j'ai mon exemple tout à l'heure avec une mole de méthane, une mole de dioxygène, j'utilise 2 fois plus de dioxygène, donc ça veut dire qu'au maximum, je vais faire la combustion de la moitié d'une mole de CH4. On reviendra, on fera ce genre de calcul. Alors, cette idée de réactif limitant est très importante, en fait, parce que une fois que j'ai plus de réactif, ma réaction s'arrête. Forcément, si j'ai plus de méthane, je peux plus brûler. Si je prends mon briquet et qu'il n'y a plus d'essence, dedans, enfin il n'y a plus de méthane dedans, il va arrêter de faire une flamme, ça paraît logique. Si j'essaye d'allumer un briquet dans une pièce où il n'y a plus de dioxygène, eh bien ça va pas marcher. C'est le coup de la bougie que j'éteins en plaçant un verre à l'envers dessus. Vous avez tous fait ça au 4ème, normalement, ou même chez vous, même de plein de manières, vous pouvez faire ça. C'est pour ça qu'on peut éteindre des feux en mettant des couettes qui ne brûlent pas par-dessus, ça peut essayer d'éteindre. Voilà. C'est le principe d'étouffer un feu, c'est parce qu'en fait on limite l'apport en oxygène, donc on rend le dioxygène réactif limitant. C'est ce principe, de réactif limitant, qui est très important et qui, vous verrez plus tard, pourquoi il est encore plus important, parce que si on réfléchit bien, la quantité de matière de réactif limitant qui va être consommée va permettre de calculer en fait la quantité de matière de produit à la fin. C'est-à-dire que si je sais qu'en utilisant une molécule de dioxygène ou 2 molécules de dioxygène, je vais faire une molécule de CO2, je sais que si j'utilise en tout 2 moles de dioxygène, eh bien je vais pouvoir faire une mole de CO2. On aura l'occasion d'en reparler, vous en reparlerez l'année prochaine, pour continuer la physique. L'idée maintenant c'est de comment savoir quel est le réactif limitant. Alors, ça dépend de deux choses. Ça dépend pas juste du petit nombre qu'il y a devant, ça dépend en partie du petit nombre qu'il y a devant, qui s'appelle le nombre ou le coefficient, alors stoichiométrique, un mot futé. Ça dépend de ce nombre-là, parce qu'on est sûr que si une réaction va utiliser beaucoup plus d'atomes, ça va forcément avoir plus facilement tendance à être limitant. Mais ça dépend aussi du nombre, de la quantité de matière accessible, de la quantité de matière qui est dans le système. L'exemple classique, c'est mon dioxygène. Ma combustion, là, du méthane, utilise 2 molécules de dioxygène dans une combustion. Donc, elle utilise, en nombre stoichiométrique, plus de dioxygène que de CH4. Néanmoins, si j'allume un briquet dans la maison, ici, là, et que j'attends, la flamme va pas s'éteindre au bout d'un moment à cause du manque du dioxygène. Parce que dans accessible à ma flamme, il y en a plein de dioxygène. Il y en a quasiment autant que dans l'atmosphère, en fait, parce que c'est ouvert avec le dehors. Donc ça va être bien le méthane. Donc en fait, ça va dépendre de deux choses. Quel est le coefficient, quel est le réactif limitant ? Ça va dépendre à la fois de la quantité de matière de chacun des réactifs, et à la fois du nombre stoichiométrique
donc du nombre de molécules de réactif qui est utilisé par réaction. Alors, je vais vous faire la même chose que dans le livre, mais je vais vous le faire quand même. Si j'appelle ces réactifs A et B, que je leur mets des petits coefficients petit a, petit b, qui sont mes coefficients stoichiométriques. Ok, A, B. Donc j'ai mon réactif A avec son petit coefficient A, j'ai mon réactif B avec son petit coefficient B. Dans mon système chimique, j'ai une certaine quantité de matière en mol de réactif A et une certaine quantité de matière en mol de réactif B. Ok ? Donc, comment je vais savoir quel est le réactif limitant ? Alors, en fait, il n'y a pas 40 000 façons de le faire. Vous pouvez le faire très facilement. Il suffit de calculer le rapport. Donc le rapport, ça veut dire division. Bien joué. Il suffit de calculer le rapport de la quantité de matière de chacun des réactifs divisé par son coefficient. Donc il suffit de faire Na sur A et Nb sur B. Ok ? Donc autrement dit, vous calculez ça. Na sur A, toujours, Nb sur B, sur petit b. Et celui qui va donner le résultat le plus... Alors, petite pause parce que j'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté. Les aléas du direct. Donc on s'est arrêté ici, il y a un coefficient limitant. Donc on a nos coefficients limitants. On avait dit que quel est le réactif limitant, ça dépendait de deux choses, ça dépendait de la quantité de matière du réactif et de son coefficient stoichiométrique. Donc pour savoir, quand on a deux réactifs, pour savoir lequel est le limitant, on fait quantité de matière du réactif A divisé par coefficient stoichiométrique du réactif A, et on compare avec quantité de matière du réactif B divisé par coefficient stoichiométrique du réactif B. Le réactif qui a ce plus petit rapport est le réactif limitant. C'est-à-dire que si ce rapport est plus petit pour le réactif A que pour le réactif B, c'est le réactif A qui est limitant, et inversement. Okay, ça nous permet d'avoir une idée précise de quel réactif va arrêter la réaction. Alors, il y a plein de cas où ça paraît logique, il y a plein de cas où c'est évident qu'est-ce qui va arrêter la réaction. Si je brûle une bougie dans l'air, tant qu'il n'y a pas de vent ou tant que je souffle pas la bougie, a priori, la bougie va pas s'éteindre avant qu'il n'y ait plus de cire. Ce qui correspondrait donc à la cire qui est réactif limitant. Mais il y a d'autres cas où c'est pas forcément évident. Hein. Quand je fais réagir deux solutions entre elles et tout, c'est pas toujours facile de savoir quel est le réactif limitant et lequel va vraiment arrêter la réaction. Donc c'est un truc qui va être fondamental et vous irez encore plus en détail l'année prochaine sur comment on arrive à ça et comment à partir des réactifs limitants on arrive à prédire quelle quantité de matière va être fabriquée de produits. Ce qui est le truc qui va être vraiment intéressant pour les applications en chimie, de savoir combien de produits on va pouvoir récupérer à partir d'une réaction qu'on fait nous-mêmes. Parce qu'en général, savoir la quantité de matière de réactif, c'est relativement simple, hein. Il suffit de peser et de passer à la quantité de matière, comme on a vu dans le chapitre sur la quantité de matière, c'est le chapitre 5 ou 6, je ne sais plus, 5 je crois. Mais pour les produits, c'est pas évident, parce que quand vous avez une solution de quelque chose, c'est pas forcément facile de savoir quelle est la concentration du truc. Vous allez vous rappeler, quand on a fait le chapitre sur les concentrations, on avait dû utiliser des méthodes vachement détournées qui étaient un peu bizarres. On avait dû faire des colorimétries, dire ah ben c'est à peu près entre ces couleurs-là et ces couleurs-là, donc du coup on va dire que c'est ça. On a comparé des trucs, bref, c'était pas très évident. Alors il y a d'autres méthodes, des méthodes comme le dosage, ce genre de choses qui permettent d'avoir une meilleure idée de la concentration. Mais la meilleure façon d'être sûr, c'est de faire des calculs en fait et d'y arriver. Après, ça bien sûr, c'est limité parce que c'est toujours un modèle qu'on a, on n'est pas encore dans la précision totale. Mais au fur et à mesure de l'augmentation de vos connaissances scientifiques, et en particulier en physique-chimie, vous allez de plus en plus vous approcher de la vérité et espérer un jour peut-être la toucher du bout du doigt, ce qui est le but de la science. Alors, il nous reste juste une dernière partie, ça va vraiment arrêter juste à la fin, mais bon, c'est pas grave. Il nous reste juste une dernière partie qui est l'aspect énergétique de tout ça. Il faut savoir que ces réactions chimiques, ces transformations chimiques, ont des effets macroscopiques. Alors, ça peut être des effets marrants, du genre ça fait des petites bulles. Si vous avez fait je vous le ferai peut-être parce que je crois que c'est en activité, de la craie dans de l'acide. Moi je le ferai avec du bicarbonate de soude dans du vinaigre, hein, mais bon, dans le principe c'est la même chose. Prenez de la craie, vous la mettez dans l'acide, ça fait des bulles, ça libère du CO2, vous avez dû faire ça, je sais plus, en 5e ou en 4e. C'est un grand classique de la réaction chimique. Vous avez un effet macroscopique, vous voyez qu'il se passe un truc. Des fois c'est pas le cas, hein. Vous mélangez deux produits, on voit rien de ce qui se passe. Des fois, il y a un truc qui peut avoir un effet macroscopique, mais vous vous rendez pas compte. Certains mélanges, par exemple, de produits d'entretien pourraient créer des gaz toxiques qui pourraient vous tuer. Vous les verrez pas avant. Dommage. Ne le faites pas au passage. Point sécurité. C'est pour ces raisons-là qu'il ne faut pas mélanger les produits si vous regardez chez vous, sur tous les produits ménagers, vous avez écrit ne pas utiliser
mélangeant avec d'autres produits ménagers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre votre eau de javel, votre détartrant, un peu de produit vaisselle, on met tout ça avec du vinaigre blanc, du savon de Marseille et du bicarbonate de soude, et on attend un petit peu, on respire, voir si c'est bon, on meurt. On meurt pas forcément, hein, mais dans le principe, c'est très dangereux. Donc effectivement, quand vous utilisez des produits chimiques que vous ne connaissez pas, alors, encore une fois, produits chimiques, ça ne veut pas dire forcément produits de synthèse. Hein. Des produits naturels peuvent être tout à fait dangereux. Hein. Okay, c'est bien plus dangereux je sais pas, d'aller manger des champignons au hasard dans la forêt que d'utiliser certains produits chimiques que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, quand vous utilisez des produits chimiques que vous ne connaissez pas, évitez de les mélanger sans raison. Il peut se passer des trucs bizarres, notamment eau de javel détartrant, je crois que c'est celui qui peut faire un gaz qui peut être très toxique. Bref, ne le faites pas, c'est une idée de merde. Donc, pardon, excusez-moi, je dis des gros mots sur YouTube, bon, c'est pas grave. C'est une idée pourrie. Mais il y a quand même des effets macroscopiques pour certaines réactions. Alors, un des effets macroscopiques classiques qu'on peut observer dans une réaction, c'est un changement de température. Une réaction chimique va soit va faire augmenter la température qui l'entoure ou faire diminuer la température qui l'entoure. Alors, au-delà de cette notion de changement de température, un changement de température, ça implique un échange thermique, donc vous vous rappelez les échanges thermiques, entre le système, entre les molécules du système, les espèces chimiques de ma réaction et le système extérieur. Donc c'est ce qui se passe en fait. On va avoir soit une réaction qui va absorber de l'énergie, donc si elle absorbe de l'énergie, elle récupère de l'énergie dans le truc qui l'entoure, et donc ça va faire baisser la température autour d'elle, soit elle va libérer de l'énergie, c'est-à-dire que elle, sa température va baisser, mais ça va faire augmenter la température extérieure. Libération d'énergie, hein, c'est le cas classique de la combustion. La combustion, ça chauffe. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous ai sûrement appris quelque chose, le feu, ça brûle. Ça brûle parce que cette réaction chimique en fait va libérer de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va libérer l'énergie qui est à l'intérieur en fait, des liaisons moléculaires entre les atomes, et ça va augmenter la température autour. Alors on utilise les mêmes mots en fait qu'on avait utilisés quand on avait fait les transferts thermiques dans les changements physiques, dans les transformations physiques. On va parler d'une réaction qui va être endothermique si elle absorbe de l'énergie. Si elle absorbe de l'énergie, elle va avoir tendance à faire baisser la température autour d'elle. On va parler d'une réaction exothermique si elle libère de l'énergie, donc elle va faire chauffer, elle va faire monter la température autour d'elle. Okay, donc, toujours la même chose. On parle d'énergie, on peut aussi parler d'un mot que je crois qu'on n'utilise pas maintenant, qui est la chaleur. La chaleur, c'est la forme de l'énergie qui sert dans les transferts thermiques. C'est un peu de la version thermodynamique un peu plus à l'ancienne, mais vous entendrez peut-être ça des fois parler de chaleur. Quand on parle de chaleur, on ne parle pas de température. Hein. Chaleur et température, c'est deux choses différentes. La chaleur, c'est une grandeur d'énergie. La température, c'est une grandeur de température. Un truc à part entière. Ok. Bon, un petit truc, on vous dit dans le livre que, effectivement, plus la masse de réactifs consommée qui va avoir réagi va être grande, plus le changement de température va être élevé. Ça paraît logique, hein, si vous faites une combustion et que vous cramez 3 kg de bois, ça va plus chauffer que si vous faites une combustion et que vous cramez une allumette. A priori, tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, une allumette en bois, parce qu'après ça dépend des réactifs, hein, en comparant deux réactifs, deux fois le même réactif. Pour ce qui est des réactions qui refroidissent, alors c'est pas forcément courant, mais il y en a quelques-unes qui sont endothermiques, ça peut permettre de faire des réactions qui peuvent congeler des trucs très rapidement. Voilà. La plupart du temps on utilise plutôt des réactions exothermiques pour nous. Il n'y en a pas que les combustions, il y a ceux qui ont des petits packs là, qui peuvent faire de la chaleur, vous cassez un truc à l'intérieur, et ça se met à faire de la chaleur, c'est vachement cool. Ça c'est de la réaction exothermique. Ok, donc ça c'est tout le principe de la réaction chimique. C'est important de bien faire les activités, c'est un chapitre assez important, c'est encore un chapitre que j'aurais bien aimé faire en face à face et poser des questions, vous posiez des questions. Faut pas hésiter à me poser des questions, alors je sais bien que c'est pas facile, je vous donne des devoirs, je vous fais des vidéos et tout, mais c'est pas forcément facile. N'hésitez pas, même n'importe quoi, des questions sur la science, c'est toujours une bonne idée. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir avant les grandes vacances. Je croise les doigts. Je touche du bois, c'est ma table Ikea, je sais pas si elle est en bois ou pas, mais on va dire qu'elle est en bois. J'espère vraiment qu'on va avoir l'occasion de se voir, parce que j'aimerais bien pouvoir avancer, pouvoir répondre aux questions, pouvoir vérifier que vous avez bien appris, tout ça. Voilà, donc je vais vous mettre la correction de la première activité sur le Classroom, et puis je vous donnerai d'autres trucs à faire, parce que bien sûr, on ne s'arrête jamais de faire de la physique. Je vous dis bonne journée et à bientôt.